Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast The Learning Diary. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment devenir ingénieur pédagogique multimédia ?» Alors, si tu as déjà fait quelques recherches sur internet, tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de contenu dessus. Mais je voulais quand même y dédier un épisode parce que la question revient régulièrement quand on me contacte. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile d'y répondre au cours d'un épisode. J'ai repéré 2 catégories d'ingénieurs pédagogiques. Donc il y a les autodidactes et les diplômés. Bon, évidemment, il peut arriver que les autodidactes se fassent diplômer par la suite, mais on a vraiment ces 2 catégories-là, et je pense que t'en as peut-être déjà croisé en entreprise qui n'ont pas forcément fait les études pour, mais qui se sont retrouvés à devoir gérer des missions en lien avec tout ce qui est digital learning, et qui ont appris, du coup, sur le tas. Ce point me permet donc de te confirmer que ce n'est pas seulement fait pour les diplômés. Si tu es autodidacte, tu peux aussi être ingénieur pédagogique. Alors pour devenir ingénieur pédagogique, je vais commencer par parler des diplômes, mais évidemment, il n'y a pas que des diplômes pour faire ce métier. Je vais te parler de quelques diplômes dont j'ai entendu parler ou que j'ai pu suivre moi-même, pour lesquels j'ai pu avoir des bons retours. Donc on a le master de Rennes, le parcours MFEG, le master de MFEG, qui a une très très bonne réputation et qui est assez connu pour sa vision globale du digital learning. On a Paris-Nanterre qui propose le DU CAFL, donc le chef de projet apprentissage et formation en ligne. L'avantage de ce diplôme-là, c'est qu'on peut y rentrer à partir d'un Bac+3. Moi, je me rappelle que c'était la problématique que j'avais quand je me suis lancée dans ce secteur-là. Et donc, c'est vraiment pratique quand on n'a pas besoin de rentrer directement en Master 2 ou d'avoir déjà des expériences en formation. Donc on a le Paris-Nanterre qui lui est en partenariat du coup avec l'école des Gobelins depuis quelques temps, pour lequel les retours sont divers et variés. Je t'invite à me contacter si jamais tu veux avoir plus d'informations, parce que celui-ci je l'ai suivi. On a le master IME de Poitiers, qui compte de plus en plus d'élèves. On a le master IPM de Lille qui est pas mal connu pour son côté technophile, qui se retrouve pas forcément dans les autres diplômes. On a celui de Montpellier, le master Humanité numérique, parcours médiation numérique et ingénierie pédagogique, qui monte aussi, j'en entends de plus en plus parler. On a le master IFUNO, donc ingénierie de la formation et usage du numérique dans les organisations, qui est proposé par l'Université du Mans, donc qui est beaucoup plus orienté ingénierie de la formation, mais qui a aussi une partie numérique. Si ça t'intéresse, pareil, je l'ai suivi aussi, donc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. On a aussi celui de l'Université de Strasbourg, ou encore celui qui est de plus en plus connu, la formation ingénieur responsable pédagogique qui est proposée par Open Classrooms. Ce que je vais faire, c'est que, parce qu'il y en a d'autres, je vais pas tous les citer, je vais te mettre le lien vers un article du blog Articulate qui recense une partie des formations dont j'ai commencé à parler. Cet article rédigé par Alison Lamotte, que tu connais peut-être, en tout cas je t'encourage à la suivre sur les réseaux sociaux, liste en fait toute une série de diplômes en lien avec ce métier. Donc il est régulièrement mis à jour, donc n'hésite pas à t'y référer. Il faut savoir que la majorité de ces formations se font pour une bonne partie à distance, donc quand tu te lances dedans, il faut être prêt aussi à devenir toi un apprenant à distance pour pouvoir mieux te rendre compte de ce que ça implique d'être un apprenant à distance et donc de pouvoir te servir de cette expérience-là pour créer toi ensuite tes dispositifs. Je vais maintenant te parler des formations courtes dont j'ai entendu parler ou que j'ai pu suivre et je vais te dire un petit peu les retours que j'ai pu avoir dessus.
On a la formation Le Bahut, qui est une formation qui existe depuis peu, mais qui arrive déjà à sa 3e promo, et qui a de très très bons retours. Donc moi je l'ai pas suivie, elle se déroule à Lyon, donc pour le coup elle est en présentiel. Donc si tu es vers Lyon, peut-être qu'elle pourrait t'intéresser. À ce sujet, je te conseille le podcast de Jérôme Lacman qui s'appelle Mission DLM Digital Learning Manager, qui raconte son parcours pendant le Bahut, justement. Et d'ailleurs, il vient tout juste de commencer à raconter sa nouvelle aventure chez Open Classrooms, si jamais ça t'intéresse. Je te mets aussi le lien en description de l'épisode. Ensuite, on a Evosim, qui est une formation courte de scénarisation pédagogique. Donc n'hésite pas à y jeter un œil si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser. On a l'ISTF, pareil, je te mets tous les liens en description de l'épisode. L'ISTF, c'est celle dont j'entends le plus parler par les responsables de formation, en fait les personnes qui sont déjà en entreprise et qui ont besoin de se former rapidement. Je crois qu'elle dure 4 mois à peu près et les retours ont l'air vraiment très bons. Donc je l'ai pas suivi, mais les gens que je connais qui l'ont suivi en sont très satisfaits. Il y a aussi l'AFCI Newsoft, qui est à Montreuil, donc en région parisienne, qui propose un petit cursus de 12 jours pour devenir chef de projet Digital Learning. J'ai suivi la précédente formation, enfin l'ancienne version de cette formation. Si jamais tu as envie de mettre le pied à l'étrier en apprenant à utiliser Captivate, je t'encourage à y aller. Moi j'ai beaucoup aimé avant de commencer mes diplômes dans ce métier-là. Si tu es autodidacte, et que par exemple tu n'as pas l'occasion de développer des projets en entreprise, des projets digital learning, n'hésite pas à créer des projets personnels, à faire du bénévolat, à contacter des freelances parce que peut-être qu'éventuellement tu pourrais les aider sur leurs projets. Je rencontre pas mal de freelances qui sont très occupés par leur mission, ils n'ont pas forcément le temps de demander de l'aide et donc peut-être que ton aide serait la bienvenue. J'en profite aussi pour répondre à une autre question qui m'a été posée. On m'a souvent demandé, selon moi, quelles compétences étaient nécessaires pour devenir ingénieur pédagogique. Alors, ça n'engage que moi, mais je te les partage au cas où d'autres se poseraient la question. Je pense que déjà, maîtriser les principes de la pédagogie ou de l'andragogie en fonction du public visé est essentiel. Tout ce qui est principe de formation à distance, pour moi, c'est vraiment la base. Ensuite, ça va être intéressant de développer tes capacités en gestion de projet, parce que tu en auras forcément besoin à un moment ou à un autre. Aussi, tes aptitudes en communication, parce que tu vas être en contact avec énormément de profils différents. Aussi, des capacités rédactionnelles. Si tu veux faire de la chefferie de projet, tu en auras moins besoin, mais quand même, les capacités rédactionnelles, c'est un peu la base du concepteur, parce qu'il aura pas mal de choses à rédiger. Et aussi, une appétence pour les outils digitaux. J'ai rencontré pas mal de personnes qui n'étaient pas à l'aise avec les outils digitaux, et forcément, même si elles sont totalement capables d'être ingénieurs pédagogiques, l'apprentissage est plus difficile pour elles. Donc c'est pas un problème, mais en tout cas il faudra prendre en compte que si tu n'es pas à l'aise avec les outils digitaux, ça te prendra un peu plus de temps. Quand j'étais salariée, il y avait quelques petits plus qui me donnaient envie de travailler avec un freelance, et je voulais en parler avec toi, parce que maintenant je me retrouve de l'autre côté, mais peut-être que toi aussi, tu t'y retrouveras bientôt, ou que tu y es déjà. Pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'esprit d'amélioration continue, les capacités d'analyse, la patience, l'organisation, les capacités de concentration, ce qui se perd énormément, la résilience, l'ouverture d'esprit et la curiosité, l'objectivité et l'intérêt pour l'humain. Donc peut-être que pour toi, c'est la base, mais c'est pas le cas pour tout le monde, et donc je voulais juste t'en parler pour que tu puisses voir qu'est-ce que toi tu peux mettre en avant. Si jamais tu as fait un autre métier avant et que par exemple tu es en reconversion, en fait c'est génial parce que tu vas pouvoir apporter une plus-value aux entreprises pour lesquelles tu vas travailler et surtout tu as une très bonne compréhension des tenants et aboutissants liés à tout ce qui est problématique d'une entreprise. En plus, en fonction du métier que tu as fait, tu vas sans doute pouvoir te resservir de tes compétences et ça c'est vraiment un truc que je trouve super top. Je connais une graphiste qui a ajouté l'ingénierie pédagogique à ses compétences, et donc franchement c'est trop bien, enfin pour moi. Et je connais un développeur qui est devenu intégrateur Storyline, alors forcément ces modules, ça claque quoi. Toi en fonction de ton métier, tu auras peut-être des choses dont tu pourras te resservir, et ça c'est plutôt cool. Et si tu te dis,
Moi je sors de l'école, j'ai pas grand chose à apporter. Moi ce que je peux dire c'est que déjà t'as un œil tout neuf et ça c'est hyper apprécié par les entreprises. Ensuite, tu as beaucoup à apprendre. Donc pas dans le sens où tu connais rien, pas du tout, t'as déjà appris certainement plein de choses, mais ton risque d'ennui va être faible, donc tu vas être carrément plus motivé sur tes missions. Aussi, ta résilience va être plus forte. Quand on débute, la résilience est plus forte. Moi je me rappelle quand j'étais en alternance, j'acceptais certaines choses que je n'accepte plus aujourd'hui. Mais la résilience est beaucoup plus forte et c'est quand même plutôt cool parce que c'est riche en apprentissage. Et puis je trouve que quand on n'a pas les a priori de quand on est passé par la case entreprise, c'est plus facile pour prendre des décisions en tant que freelance. Dans le prochain épisode, je répondrai à une question que beaucoup m'ont posée. Comment trouver des clients? Alors n'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.